Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Franck avait une différence avec Longchamp, c'est que on n'avait pas le soleil pour vous, hein. Vous étiez à l'ombre. Voilà. Donc, Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Franck avait une différence avec Longchamp, c'est que on n'avait pas le soleil pour vous, hein. Vous étiez à l'ombre. Voilà. Donc je suis conscient de la difficulté de vous parler d'ici, tranquille, au vent, alors que vous êtes en plein soleil. Je vais essayer de ne pas abuser. Merci beaucoup à Franck Allard, toute l'équipe du MEDEF Gironde, à Mathilde et à toute son équipe pour la qualité de leur accueil. Et merci de prendre un peu de temps pour, au-delà de votre Assemblée générale statutaire, les félicitations que je dois à ceux qui ont été renouvelés ou élus dans les différents collèges, prolonger le dialogue que j'avais eu et que je n'ai pas oublié avec le MEDEF à l'invitation du président Roux de Bézieux l'été dernier. À l'époque, nous étions quasiment au milieu de la négociation du deuxième traité, comme je vous l'avais dit, que j'ai eu à négocier sur la future relation de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, après qu'on ait conclu un premier traité, quelques mois plus tôt, en fin 2019, sur le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, des institutions, de la Commission, du Conseil, du Parlement. Ils ont quitté l'Union européenne au terme de ce premier traité le 1er février 2020, et il restait à négocier durant l'année 2020 les conditions de leur départ du marché unique et de l'union douanière. Peut-être, si vous me le permettez, tout aussi franchement que l'année dernière à Paris, je vais m'exprimer, non pas pour vous lire un discours, mais pour vous dire mon expérience. Ça ne m'autorise pas à donner des leçons, mais ça donne aussi quelques références que j'ai essayé en effet de raconter dans ce récit, que je vous recommande non seulement de regarder tout à l'heure, mais d'acheter en librairie. Hein, c'est pas, si vous me permettez, ça c'est le message de mon éditeur. Hein, il faut d'ailleurs un peu de temps pour le lire, donc j'espère qu'il ne vous ennuiera pas, mais j'ai essayé de faire ce récit au jour le jour, pendant 4 ans et demi, en écrivant, en dictant tous les événements, les moments, les rencontres, les impressions. Et j'y ai ajouté un certain nombre de souvenirs ou d'anecdotes de ma vie d'avant ou de mes rencontres d'avant. Donc j'espère que ce récit, comme les gens qui le lisent me le disent, vous intéressera. Peut-être un mot du contexte quand même de ce Brexit. Je rappelle que nous sommes le 25 juin, mais que c'est le 24 juin, hier matin, 5 ans plus tôt, jour pour jour, que nous sommes réveillés en apprenant le résultat du vote du référendum, qui est exactement le contraire de ce qu'on avait imaginé en se couchant la veille. Hein. Et je dois dire aussi que même ceux qui ont mené le Brexit, M. Farage ou M. Johnson, ne pensaient pas que ça allait passer, hein, que c'était une surprise pour eux. C'est donc un événement improbable pour eux-mêmes et pour nous tous, mais qui s'est produit. Hein. Voilà, je dis ça juste pour rappeler que dans la vie politique de nos pays, de nos nations, il y a parfois des événements improbables qui se produisent, hein, donc qu'il faut essayer d'anticiper et de ne pas être surpris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes en 2016, dans un contexte géopolitique ou géoéconomique que je veux rappeler parce que c'est toujours le même aujourd'hui, même si certains protagonistes ont changé. Nous sommes en 2016, quelques mois plus tard, M. Trump est élu, président des États-Unis d'Amérique, des mouvements migratoires que nous ne maîtrisons plus, des autres rives de la Méditerranée, Proche-Orient ou Afrique du Nord, vers nous. Et là, ça me permet de dire un mot du contexte démographique dans lequel nous travaillons, vous comme chef d'entreprise, nous comme femmes ou hommes politiques. Ce contexte est celui d'un continent européen qui vieillit, qui va perdre 60 millions d'habitants dans les 30 ans qui viennent. Nous sommes le seul continent du monde qui va perdre de la population.
Et pendant le même temps, l'Afrique, 12 km de nos côtes, va gagner 2,5 milliards d'habitants. Enfin, va être au niveau d'avoir 2,5 milliards d'hommes et de femmes sur ce continent. Évidemment, ça nous concerne, hein, parce que les conditions dans lesquelles les habitants d'Afrique survivent, sont l'objet d'attaques ou de dictatures, ça a une conséquence immédiate sur nous. Hein. Mais 2,5 milliards d'habitants de l'autre côté de la Méditerranée, ça nous concerne. Y compris d'ailleurs en termes de démographie, pour ce que je crois nécessaire dans notre pays, de relancer une politique familiale digne de ce nom. C'est une autre histoire. Le deuxième élément géopolitique, c'est évidemment la réalité du numérique, le monde numérique qui est celui de votre travail quotidien. Et dans ce monde-là, il faut qu'on soit à armes égales, à la fois sur les couvertures, l'accès, ce qui n'est pas le cas partout en France, et puis en termes de production, où nous perdons des points, et où, parmi les 20 grandes entreprises du monde, la quasi-totalité sont désormais américaines ou chinoises. L'autre élément géopolitique ou géoéconomique, c'est quelque chose qui pour moi est fondamentalement grave, et depuis longtemps, c'est le changement climatique. Le fait que nous allons, nos entreprises, nos sociétés, nos pays, subir une augmentation du climat, de la température de 2,5 degrés, probablement, d'ici 30 ou 35 ans, peut-être la fin du siècle, mais c'est demain, ça change tout. Nous en parlions hier, Franck, à propos de la filière viticole, qui est tellement importante ici en Aquitaine, mais on pourrait dire, sans se tromper, que toutes nos habitudes de produire, de cultiver, de nous transporter, de construire, d'échanger vont être bouleversées, qu'il faut se préparer. Moi, j'ai présidé un département français pendant 17 ans, la Savoie, où vous êtes toujours les bienvenus pour faire du ski, aussi longtemps qu'on peut faire du ski, dans un département dont un tiers de l'économie repose sur les sports d'hiver et la neige. Un tiers. Donc, je pense vraiment qu'une exigence d'intérêt général, c'est que nous nous préparions à ces changements. Et puis le troisième ou le quatrième élément de contexte, c'est celui des forces respectives dans le monde. M. Cameron, vous vous souvenez de M. Cameron, qui a eu la bonne idée de faire ce référendum au Royaume-Uni, pour se sauvegarder et tenter de se sauver dans son propre parti, le parti conservateur, le parti Tory, avec le résultat qu'on sait. M. Cameron, il avait publié, quand j'étais commissaire européen au marché intérieur, un tableau pour précisément convaincre les Britanniques que le marché intérieur était très important dans le monde d'aujourd'hui. Et ce tableau, je l'ai toujours en tête, je devrais vous le montrer, c'est le G10 de l'économie tous les 10 ans, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Dans ce G10, il y a en 2010 et 2020 4 pays européens, encore. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, ou la France et l'Italie. Et tous les 10 ans, au rythme probable de l'économie, de la croissance des autres régions du monde, parfois on nous espère encore dans le monde, mais plus personne ne nous attend, plus personne ne nous attend. Et de notre propre croissance potentielle, tous les 10 ans, il y a un des 4 qui est éjecté du tableau. Pour en 2050, demain, ne voir que l'Allemagne au rang 9e rang, sur la voie de la sortie. Et nous sommes déjà sortis du G10. Ce qui veut dire une chose très simple, c'est que à la table de ceux qui organisent l'ordre ou le désordre du monde, il y a des pays qui sont là, certains depuis longtemps, comme les États-Unis, ils pensaient même rester tout seuls, la Chine, bientôt la première puissance du monde, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Russie. Tous ces pays, ce sont des États-continents. Ce sont des pays qui ont une telle taille, de telles ressources, une population, qui n'ont besoin de personne pour être à la table. Personne. Ils sont là définitivement. Et c'est le monde tel qu'il est, tel qu'il vient.
Et dans ce monde-là, notre question et la réponse qu'on apporte sont importantes. Est-ce qu'on veut être à la table? Est-ce qu'on veut être acteur des grandes orientations du monde? Ou est-ce qu'on est dans l'idée d'accepter d'être spectateur, debout derrière la table, à regarder ce que les autres décident pour nous? Moi, mon engagement politique, il est lié au fait que je n'ai jamais pensé et accepté que mon pays, notre pays, soit spectateur, ni sous-traitant, ni sous influence des Chinois et des Américains. Et c'est ça qui nous guette si on n'est pas ensemble au niveau européen. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est la raison principale de mon engagement européen, en plus d'être patriote et français, je dis bien en plus, pas à la place, mais c'est aussi le contexte du Brexit. Le contexte dans lequel M. Cameron, provoquant ce référendum pour tenter de contenir le parti Tory qui voulait un référendum, prend le risque que son pays sorte de l'Union européenne et se retrouve désormais seul, plutôt que d'être avec nous, appuyé sur ce qui est, mesdames et messieurs, notre principale force. Je suis définitivement convaincu de cela, face au président chinois ou au président américain, quel qu'il soit, qui est le marché unique. Le marché unique, c'est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange, comme les Britanniques l'ont cru ou le croient. C'est un écosystème complet, parfois contraignant, de normes, de standards, de régulation, de supervision, une juridiction commune. Quand on entre dans ce marché unique, qu'on soit américain ou chinois, on doit respecter les règles. On accepte la supervision européenne. Et c'est ça qui fait notre force dans notre dialogue ou notre confrontation avec les États-Unis ou la Chine, même si je pense qu'en gérant ce marché unique, nous avons fait souvent preuve, et longtemps preuve de naïveté, en ouvrant les portes et les fenêtres souvent, alors que personne d'autre ne le faisait au même moment. Mais c'est notre force. On n'en a pas beaucoup ensemble. Et on en a encore moins tout seul, voilà ce que je pense. Donc le contexte du Brexit, c'est le choix d'un pays pour des raisons essentiellement idéologiques, rhétoriques, politiques, qui décide, de mon point de vue, en contradiction avec son intérêt national économique, de quitter le marché unique, de quitter l'union douanière, et ensuite de quitter l'Union européenne. Ils n'étaient pas obligés de quitter tout. Ils pouvaient quitter l'Union européenne sans quitter le marché unique. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est dans le marché unique avec les avantages et les contraintes. Ils décident de tout quitter et commencent cette négociation, pas tout de suite. Le 24 juin, il y a le référendum. Au mois d'avril suivant, 2017, Madame May, Premier ministre britannique, qui était d'ailleurs elle-même pour rester dans le marché unique, mais qui devient Premier ministre pour sortir, Madame May nous envoie une lettre pour enclencher la procédure dite de l'article 50, au terme de laquelle nous commençons la négociation. Et puis là-dessus, elle a la bonne idée de dissoudre son Parlement et de provoquer des élections anticipées. Toujours une mauvaise idée. Elle perd. Au mois de juin, elle a ses élections et elle perd sa majorité. Et elle ne garde le pouvoir qu'avec 10 députés qui appartiennent à un parti très extrême d'Irlande du Nord, unioniste. Les unionistes en Irlande du Nord, ce sont le parti qui veut absolument préserver le Royaume-Uni et éviter toute forme de rapprochement entre l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, avec le reste de l'Irlande, la République d'Irlande. Les unionistes. Et ces 10 députés sont ceux qui tiennent Madame May par le cou pendant tout le temps où elle reste Premier ministre. Et sa majorité dépend d'eux. Et ça a beaucoup de conséquences dans la négociation. Elle retrouve donc cette majorité bancale et nous commençons la négociation au mois de juillet, fin juin 2017. J'aurais eu pendant ces 4 ans 4 négociateurs britanniques différents en face de moi, 4 ministres, même si les fonctionnaires sont restés en place, et ça a aussi beaucoup compté. Je reçois quelques mois plus tard dans mon bureau à sa demande M. Farage, l'un des protagonistes du Brexit, qui est un nationaliste pur et dur, un nationaliste, et qui me dit
les raisons du Brexit, que j'écoute parce que j'ai besoin de comprendre. À la fin de cet entretien, je raconte ça dans le bouquin, je lui demande, Monsieur Farage, est-ce que vous pouvez m'expliquer, maintenant que vous avez gagné le Brexit, on est en train de le faire, pour respecter votre vote, comment vous voyez la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Comment vous imaginez les choses? Et il me répond du tac au tac, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Ça m'a beaucoup frappé parce que ça m'a donné la preuve que je pressentais que M. Farage, Johnson, d'une certaine manière, d'autres, avec lesquels ils sont en réseau, ils ont un réseau entre eux, avec Mme Le Pen, M. Salvini en Italie, M. Geert Wilders aux Pays-Bas, réseau soutenu par des Américains ou des Russes, M. Bannon par exemple, ils veulent faire exploser l'Union européenne de l'intérieur. Ça, c'est leur objectif. Et c'est ce que me dit M. Farage quand il me dit « après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus ». J'ai essayé de comprendre le Brexit, naturellement, de comprendre ceux qui l'avaient voulu. Au moment où je vous parle, ce Brexit est derrière nous, même si l'histoire n'est pas finie, j'ai toujours pas compris l'intérêt économique pour le Royaume-Uni. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En revanche, j'ai essayé de comprendre, je crois avoir compris les raisons politiques du vote. Mais elles sont importantes à comprendre pour nous aujourd'hui. Il y a eu des nationalistes, M. Farage, des nostalgiques du Commonwealth, de Global Britain, de l'Empire. On a aussi quelques nostalgiques aussi. Je ne crois pas qu'on puisse diriger une entreprise ou un pays en étant nostalgique. Il faut avoir des souvenirs, assumer son histoire, toute son histoire. Je n'aime pas beaucoup l'idée de repentance, mais il faut regarder devant. Hein. La nostalgie n'est pas bonne conseillère. Mais il y en a beaucoup au Royaume-Uni, comme chez nous. Ce groupe-là, extrême, parti Tory ou parti UKIP, est soutenu par un certain nombre de fonds d'investissement financier de la City qui veulent se libérer des règles européennes parce qu'on les a obligés depuis 4 ou 5 ans à faire du reporting, à ne pas payer des bonus scandaleux, à ne pas mettre des produits toxiques sur les marchés. Enfin, on a essayé de remettre de l'ordre après la crise financière. C'est d'ailleurs mon travail de commissaire européen, à travers 41 lois de régulation que j'ai fait voter comme commissaire de 2010 à 2014. Mais ils n'aiment pas beaucoup ça. Donc ces gens, quelques-uns en tout cas, financent le premier groupe. Ce sont des groupes d'élite, hein, en haut de la société britannique. Mais ces deux groupes, mesdames et messieurs, exploitent le sentiment populaire dans les régions britanniques. Et ça, il faut faire attention. Parce que ce sentiment populaire, on en parlait ce matin, il a les mêmes racines que ce qu'on entend et écoute chez nous, hein, dans beaucoup de régions. Peut-être pas ici, à Bordeaux, autour de Bordeaux, mais je vous prie de croire, j'ai beaucoup visité des régions depuis quelques semaines, que ce sentiment populaire est exactement le même chez nous. On l'a d'ailleurs vu au début de la crise des Gilets jaunes, un sentiment d'exclusion, de ne pas être protégé. C'est la faute de la globalisation, c'est la faute de l'Europe. Il n'y a plus beaucoup de services publics, il n'y a plus d'industrie dans un pays, le Royaume-Uni, comme nous en partie, qui a laissé partir une grande partie de son industrie. Et je trouve que ça a été pour nous, Français, une faute majeure de plusieurs gouvernements de droite et de gauche que d'abandonner une ambition industrielle. J'ai été député et président de la Savoie pendant, je vous l'ai dit, 17 ans. Ce n'est pas seulement Courchevel et Méribel, la Savoie. Hein. J'étais aussi député d'Ugine, 3000 ouvriers, des usines d'aluminium, et je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai jamais les conditions dans lesquelles la France a laissé partir un groupe comme Péchinet, par exemple. Jamais. Les Anglais ont fait la même chose que nous. Les Allemands ne l'ont pas fait. Les Italiens ne l'ont pas fait. Les Suédois ne l'ont pas fait. Bon. Donc le sentiment d'être laissé de côté, hein, de ne plus être considéré, de ne plus avoir d'avenir. Ce sentiment-là, mesdames et messieurs, c'est ça qui explique le Brexit. Hein. Et je dis qu'il faut faire attention parce que, encore une fois, ce sentiment, c'est trop tard pour le Royaume-Uni, mais ce n'est pas trop tard pour nous. Voilà. D'y répondre, de le prendre en compte, de changer ce qui doit l'être à Bruxelles. Il y a beaucoup de choses à changer à Bruxelles, je crois savoir quoi maintenant. De correction,
politique ultralibérale qu'il ne faut pas confondre avec du libéralisme, d'une naïveté incroyable dans nos échanges commerciaux, d'une absence d'ambition industrielle européenne. Le mot de politique industrielle était un gros mot il y a encore 3 ou 4 ans à Bruxelles, hein, du pouvoir incroyable des fonctionnaires. Je pense, je vous l'ai dit, je crois l'avoir dit au MEDEF à Paris, que quand les fonctionnaires à Bruxelles, comme à Paris, quand les fonctionnaires prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Hein. C'est aussi simple que ça. Il faut assumer la responsabilité. Et ce n'est pas aux fonctionnaires de diriger les politiques, c'est le contraire, partout. Donc, ces raisons-là, elles existent. Voilà. Et c'est ce qui a porté M. Farage et ses amis à gagner. J'en viens maintenant quelques instants à la négociation elle-même. Cette négociation était extrêmement compliquée. Les Britanniques, en quittant l'Union européenne, quittent 600 accords internationaux. 600 accords. Dans tous les domaines. Des accords que nous avons signés, nous, Européens, à 28, avec des tas de partenaires dans le monde, des accords de commerce, l'aviation, l'espace, la pêche. Vous n'imaginez pas. Ces accords, ce sont des accords qu'il faut préserver à 27, et il n'y a aucune raison, mais que les Britanniques, maintenant les ayant quittés, doivent renégocier avec tous ces partenaires. Hein. Et puis, ils quittent toutes les politiques européennes, auxquelles ils participent depuis 47 ans, et qu'ils contribuent à financer depuis 47 ans comme contributeurs nets à hauteur de 14% chaque année. Ils payaient, jusqu'à la fin de cette année, 14% de tout, hein, comme contributeurs nets. Donc c'est très compliqué. Donc pour gérer ce détricotage de 600 accords et de toutes les politiques, je ne peux pas faire ça tout seul, il faut connaître ses limites. Je m'entoure d'une équipe exceptionnelle de 180 personnes à peu près, dont un corps principal de 70, 22 nationalités, parité totale homme-femme, égalité, et 2 adjointes au début, une française et une allemande, et puis 2 autres adjointes à la fin, une espagnole et une jeune femme suédoise tchèque, binationale, qui ont été exceptionnelles. Je n'ai pu réussir cette négociation que parce que j'ai été entouré d'experts, de bureaucrates, de technocrates, de juristes que j'ai dirigés, mais qui m'ont apporté leur expertise, faute de quoi, et qui ont clairement, par leur solidité, beaucoup compté dans le rapport que nous avons créé avec les Britanniques. Beaucoup. Je suis désigné comme négociateur à partir du 1er octobre 2016, et ma première tâche a été de visiter chacune des 27 capitales pour rencontrer dans chaque pays le président ou le Premier ministre, chez nous c'était M. Hollande encore, les ministres clés, et de gagner leur confiance. Et ainsi, je suis devenu non seulement le négociateur de la Commission européenne, où j'avais été nommé par M. Juncker, mais le négociateur des 27 gouvernements. Et puis j'ai fait la même chose avec le Parlement, tous les groupes politiques, pour devenir également le négociateur du Parlement. Et ainsi, dès la fin 2016, l'Union européenne était en ordre. Il y avait un seul négociateur pour les 3 institutions qui d'habitude ont des débats ou des différences ou parfois des querelles entre elles. On l'a vu y compris récemment. Mais ils se sont mis d'accord sur le nom du négociateur et l'équipe qui m'entourait. Ça a eu une contrepartie. Pour me faire confiance, il fallait que cette confiance soit durable. Et donc, j'ai eu le souci de mettre en œuvre une méthode pour que cette confiance qu'on me faisait au début, à l'homme politique que je suis, soit une confiance durable. Et ça passait par la transparence. Et ce n'est pas seulement un mot, la transparence. On n'y est pas tellement habitué à Bruxelles, hein, même si on est encore moins habitué à la transparence à Paris. J'ai proposé, avec l'accord de M. Juncker, tout au long de la négociation, de tout dire à tout le monde sur tous les sujets et en même temps. Et c'était la première fois dans une négociation commerciale où, avec un pays tiers, même si cette négociation était spécifique, c'est la première fois qu'on pratiquait une telle transparence. Tout dire sur la négociation à tout le monde, sur tous les sujets et au même moment. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par, au Conseil des ministres, que j'appelle la chambre des pays, la chambre des États. Il y a ce conseil que la France va présider à partir du 1er janvier prochain pendant 6 mois.
qui est au-dessus, dirigé par un conseil des chefs d'État qui est en réunion au moment même où nous sommes ici à Bordeaux ensemble. Les 27 chefs d'État sont en réunion au Conseil européen depuis hier. Ils ont créé un groupe permanent de 27 Brexit delegates, un par pays, qui s'est réuni 1 à 2 fois par semaine pendant 4 ans. Et mon équipe, ou moi-même, nous sommes allés rendre compte en temps réel de la négociation à ces 27 délégués, qui le soir même faisaient un télégramme à leur Premier ministre, de telle sorte que chacun des 27 chefs de gouvernement a été informé en temps réel de tout, et aussi bien le président chypriote que la chancelière allemande. C'est très important. J'ai fait la même chose au Parlement. Et c'est ça qui a créé la confiance. Parce qu'ils se sont aperçus au bout de quelques mois que je ne racontais pas d'histoire, d'abord j'essaye de ne jamais raconter d'histoire, que nous faisions bien ce qu'on avait dit, qu'on les informait tous de tout en même temps, de manière équitable. Voilà. Ça, c'était la clé de l'unité des 27. Et puis, à cette transparence, j'ai ajouté un gros travail que je ne raconte pas complètement dans le bouquin, parce qu'il y aurait eu des redondances ou des redites. J'ai visité 3 ou 4 fois en 4 ans les 27 capitales. Et chaque fois, je revoyais le chef d'État ou le gouvernement dans son bureau, les ministres clés, et j'ai ajouté ma 2e, 3e et 4e visite, une audition devant le Parlement national du pays, dans les 27 capitales, une rencontre avec les syndicats, une rencontre avec le MEDEF du pays, ou la Business Community. Et c'est comme ça que tout le monde s'est senti informé que la négociation n'a pas été secrète et que la confiance a été liée. Et en fait, on a co-construit ces 2 traités avec les États membres et avec le Parlement. La 3e clé de l'unité, c'est une clé paradoxale, parce que, habituellement, l'unanimité à laquelle nous sommes obligés dans une telle négociation, on ne peut conclure qu'à 27 unanimes. L'unanimité dans l'Union européenne, c'est souvent une source de faiblesse ou de retard. On se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Un pays peut faire chanter ou bloquer tous les autres. C'est comme ça qu'on ne bouge pas sur la fiscalité, qui vous concerne, et qu'on a de telles différences, parce que chaque pays veut garder sa liberté. On a, dans le marché unique, autant de bases pour l'impôt sur les sociétés que de pays, ce qui n'est pas normal. Mais ça, c'est la règle de l'unanimité qui bloque. Dans ce cas précis, l'unanimité était un facteur d'unité. Pourquoi ? Parce que tout le monde voulait un accord avec les Britanniques. Un accord qui respecte nos intérêts, mais des pays d'ailleurs plus que d'autres. Des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas sont très proches du Royaume-Uni et souhaitaient un accord. Très bien. Mais tout le monde savait qu'un pays pouvait bloquer à la fin. Donc j'ai fait de l'unanimité obligatoire un levier d'unité. Quand un pays avait un problème sérieux dans la négociation, les 26 autres étaient obligés de le prendre en compte. Et j'ai expliqué ça tout au long des 4 ans. Quand l'Irlande a un problème, les 26 sont solidaires. C'est plus qu'un problème en Irlande, c'est la paix. Quand Chypre dit « j'ai un problème avec 2 bases militaires britanniques qui sont sur le territoire de Chypre », on est tous solidaires. Quand l'Espagne dit attention à Gibraltar, les 26 sont solidaires. Quand les pays d'Europe centrale, Bulgarie ou le sud-est, Bulgarie et Roumanie disent attention, on nous dit que les Britanniques veulent faire de la discrimination sur les visas parce que nous sommes roumains ou bulgares, les 25 autres sont solidaires. Et quand il y a 8 pays qui pêchent, dont la France, qui pêchent beaucoup dans les eaux britanniques, nous pêchons pour 650 millions par an dans les eaux britanniques, les Britanniques ne pêchaient que 150 millions, ne pêchent que 150 millions dans nos eaux. Nous étions demandeurs. Les 19 autres pays sont solidaires, les pays pêcheurs. Voilà. C'est comme ça qu'on a bâti l'unité. C'est important de comprendre ça parce que jusqu'au bout, les Britanniques ont essayé de nous diviser. Ils ont essayé de me contourner, de me marginaliser. Je raconte ça aussi, d'avoir des lignes de négociation parallèles au sein de la Commission avec les États membres. Mais ils n'ont pas compris cette clé qui était que, je parlais et je négociais au nom des 27 gouvernements, que je ne pouvais pas me permettre de me séparer de tel ou tel. J'étais donc très fidèle à ce que les chefs d'État me disaient, et que si un pays bloquait, il n'y avait pas d'accord. Donc quand ils essayaient de nous diviser, ils se tiraient une balle dans le pied. Parce que réussir à nous diviser, c'était aboutir à un désaccord, et donc à un no deal. Voilà. Donc, j'ai mené cette négociation jusqu'au bout avec des gens qui ont tout essayé,
J'ai subi toutes les campagnes possibles et imaginables dans la presse britannique, y inclut d'ailleurs l'été dernier, au mois de juillet dernier, une campagne m'accusant d'avoir été dans les tabloïds, des pages entières. Barnier est-il le patient zéro? C'est lui qui a eu le Covid. Moi, j'ai eu le Covid en mars l'année dernière. Et mon counterpart britannique l'a eu quelques jours plus tard, et M. Johnson aussi. Et ils m'ont accusé de l'avoir transmis. Je vais voir Johnson au mois de juillet dernier, dans son bureau. Et il me dit, parce que c'est un passé cordial. Il n'est pas que cordial. Il me dit, alors, j'ai vu que tu nous avais transmis le Covid dans les journaux. Ces journaux, à lui. Je lui dis, oui, j'ai vu ça aussi, mais c'est peut-être le contraire. Peut-être toi qui me l'as transmis. Donc, il a arrêté de me dire ça. Donc, mais ils ont tout essayé. Et nous avons tenu, peut-être parce que j'ai un tempérament de montagnard, mais aussi parce que j'étais très bien doué et parce que j'avais cette confiance des 27 chefs d'État de gouvernement. Voilà. On a conclu 2 traités. Le premier traité porte sur le Brexit politique. Ils sont sortis de l'Union. On a trouvé une solution pour les citoyens. Je suis sûr que vous avez dans vos entreprises ou dans vos familles des gens qui travaillent au Royaume-Uni. Tous les droits acquis par ces hommes et ces femmes d'Europe qui travaillent au Royaume-Uni, 3,5 millions de personnes, 3,5 millions d'Européens travaillent au Royaume-Uni. Tous les droits acquis jusqu'à la fin de l'année dernière sont des droits acquis définitivement par ces personnes pour leur famille et pour la durée de leur vie. Et la même chose pour les Britanniques qui sont résidents chez nous. On a trouvé une solution sur le budget. Je vous ai dit, ils payaient 14% de tout. Le budget européen, c'est sur 7 ans. On s'engage pour 7 ans. Donc j'ai demandé que tout ce qui avait été décidé à 27 soit payé, pardon, tout ce qui était décidé à 28 au début de la période, en 2014, soit payé à 28 jusqu'au bout. Et c'est ce qui a été agréé. Et ils ont payé. Et ça fait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce n'est pas un exit bill, ce n'est pas un chèque pour partir, c'est simplement de payer les programmes, la PAC, les fonds structurels, la recherche, Erasmus, sur 7 ans, comme ils s'y étaient engagés. Et puis, on a trouvé une solution pour l'Irlande. J'en dis juste un mot, sans trop vous ennuyer. En Irlande, ce n'est pas une question de commerce ou de marchandises, c'est une question qui touche les hommes et les femmes et la paix. Vous avez une île sur laquelle il y a 2 pays, historiquement. Et l'histoire entre ces 2 pays est très lourde, a été souvent violente dans l'histoire. Il y a eu de très beaux films, d'ailleurs, sur ces conflits. Plus récemment, il y a eu un conflit en Irlande du Nord, entre catholiques et protestants, qui a provoqué, sur plusieurs années, 4000 morts. 4000 morts, qui s'est arrêté il y a juste 20 ans, au terme d'un accord qu'on appelle le Good Friday Agreement, qui prévoit la coopération entre le Nord et le Sud, les différentes communautés, des programmes que nous soutenons, et puis qui a comme clé qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a plus jamais de frontières en Irlande, au milieu de l'île, entre ces 2 pays. Ça va très bien, aussi longtemps que les 2 pays en question, le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, la République d'Irlande, marché unique, sont dans le même marché, dans la même union douanière. Mais le jour où une partie sort du marché unique, on a un problème. On a un problème. Parce que, mesdames et messieurs, vous le savez bien, et ceux qui exportent au Royaume-Uni ou qui importent du Royaume-Uni vont le voir, à partir du 1er janvier, on le voit, nous contrôlons les produits qui rentrent chez nous. Peut-être pas tous, mais parfois de manière aléatoire, mais nous contrôlons, nous avons une obligation de contrôle pour protéger les consommateurs, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, protéger nos budgets. Certains de ces produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs donnent lieu à des taxes, protéger les industriels, notamment sur le respect des normes, des standards, pour lutter contre la contrefaçon en particulier. Donc nous contrôlons. Et où est-ce qu'on contrôle en Irlande si on n'a pas de frontières? Une vache, je pourrais vous parler pendant des heures des vaches, une vache, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture qui a dit ça, qui quitte l'Angleterre en bateau pour être à Belfast, le même pays, le Royaume-Uni. Cette vache, s'il n'y a pas de frontière en Irlande, elle rentre en France, elle rentre en Belgique. Et on se souvient d'où est venue la vache folle. Hein. Donc, on doit contrôler la vache. On doit contrôler les végétaux, les animaux, les produits d'origine alimentaire et même tous les produits. Donc, ce qui a été agréé avec M. Johnson, j'ai bien avec M. Johnson, et ça a été négocié pied à pied, ligne à ligne, c'est que le contrôle se fait à l'entrée de l'île. À Belfast, au Royaume-Uni, ou à Dublin, marché unique. Dublin, on n'a pas de problème, mais à Belfast, ce sont les douaniers britanniques
les responsables sanitaires vétérinaires britanniques qui contrôlent les produits et les animaux sous les règles européennes, en appliquant le code douanier européen. C'est ça cet accord que M. Johnson, qu'il a signé, qu'il a négocié, remet en cause aujourd'hui. Et remet en cause sa signature en même temps. Voilà. Ça, c'était le premier traité. Le deuxième traité, c'était toute l'année dernière, sur la future relation. On l'a conclu le 24 décembre à 14h, 15h. Ça m'a valu un dernier cadeau britannique de rester tout seul le soir de Noël à Bruxelles, parce que je ne pouvais plus rentrer en France, je n'avais plus le temps de retrouver ma famille. Et on a conclu cet accord au terme d'une guerre des nerfs terrible, parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient nous faire céder sur la pêche. Pour avoir le commerce, ils pensaient qu'on allait céder sur la pêche. Et nous n'avons pas cédé et nous avons trouvé un accord raisonnable sur la pêche aussi. Dans cet accord, on a trouvé une solution pour qu'il n'y ait pas de taxes douanières et de quotas sur nos échanges, mais il y a évidemment des contrôles et donc des barrières non tarifaires très nombreuses qui sont créées par le Brexit. C'est la première fois qu'on négocie un accord de commerce avec un pays tiers qui reconstruit des barrières qui n'existaient pas avant. Dans tous les autres cas de notre histoire commerciale, le Japon, la Corée du Sud ou le Canada, on a fait de la convergence avec ces pays tiers pour faciliter les échanges. Là, on a travaillé dans un contexte de divergence réglementaire. Et ça nous oblige à faire attention à un deuxième point qui vous concerne, qui est l'idée qu'ont certains Britanniques, M. Johnson et d'autres, de transformer le Royaume-Uni en Singapour sur Tamise, d'utiliser leur autonomie réglementaire, celle qu'ils ont gagnée en quittant le marché unique, en un outil de dumping contre nous, dumping social, fiscal, environnemental. Et on ne laissera pas faire ça. Nous avons dans le traité des règles, des mesures compensatoires, de répliques pour jusqu'à y compris la suspension de l'accord commercial si ça devenait trop grave. On a fait un accord sur la pêche, on a fait un accord sur les transports, le cabotage routier, aérien, moins favorable que pour les entreprises qui sont dans l'Union européenne, mais tout de même pour permettre la connexion. Et on a fait un accord sur l'énergie, l'interconnectivité électrique. On a fait un accord sur la sécurité intérieure, coopération Europol, Eurojust, l'extradition, la lutte antiterroriste et également la lutte contre le blanchiment de l'argent. Voilà, tout cet accord. On n'a pas pu discuter parce qu'ils n'ont pas voulu de politique étrangère et de défense, mais je pense que ce sera pour une autre négociation. Voilà, tout au long de cette négociation, j'ai essayé de préserver cette unité, de défendre les intérêts de l'Union européenne. J'ai eu 3 soucis dans ma tête. Un, la paix en Irlande. Je trouve que je suis personnellement très attaché à ce pays, je m'y sens bien, c'est des gens très proches de nous, et il faut faire attention, parce que là, encore une fois, ce n'est pas de la marchandise, ce n'est pas du commerce, c'est la paix. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec, je raconte ça dans le livre, un groupe de femmes qui coopéraient de part et d'autre de la frontière dans un petit village qui s'appelle Dungannon, au sud de Derry, Londonderry, qui a été ensanglanté pendant ce conflit. Et ces femmes, que je voyais en privé, plusieurs d'entre elles ont pleuré pendant la réunion. C'est très émouvant. Et plusieurs m'ont dit faites en sorte que ça ne recommence pas. Voilà. C'est ça qui est en cause en Irlande. Et la paix est très fragile. Deuxième souci que j'ai eu, c'est évidemment de préserver le marché unique. Ils ont tout essayé pour avoir le beurre et l'argent du beurre. En allemand, on dit pour danser dans 2 mariages à la fois. Et ça a été no way. No way. On a donné des accès, mais à aucun moment, c'est à la carte, et à aucun moment, on a donné des accès plus privilégiés à l'Angleterre qu'à d'autres pays tiers. Et puis le troisième souci que j'ai eu, et que je garde, comme homme politique français, c'est, malgré les concurrences, les risques, l'attitude de flibustier qu'ils ont actuellement sur l'Irlande et sur la pêche, parce qu'ils ne veulent pas respecter leur signature. C'est la flibusterie politique. Il faut préserver l'esprit de coopération entre nous et ce grand pays. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais il est toujours dans le continent ou à côté du continent, et on a besoin de coopérer avec ce pays, parce qu'il y a tellement de défis devant nous, il y a tellement de challenges à relever, qu'on ne peut pas relever tout seul, ni eux ni nous. Et eux avec nous, ça sera mieux que nous sans eux. D'autres attentats terroristes,
d'autres pandémies humaines ou animales qui sont devant nous, mais là, il ne faut pas en douter. Le changement climatique, la pauvreté en Afrique et les flux migratoires qu'elle provoque, les turbulences sur les marchés financiers. Plusieurs d'entre vous travaillent dans ce secteur de ce qu'on appelle la finance. J'ai été en charge de ce secteur pendant 5 ans à Bruxelles. Les simples échanges, des transactions de produits dérivés financiers, c'est au-dessus de nos têtes en permanence 600 000 milliards de dollars. 600 000 milliards de dollars. Comment on résiste à ça? Nous seuls Français, c'est pas possible. Il faut qu'on soit au moins avec ce marché unique et des règles communes qui peuvent en imposer ou permettre d'être respectés. Donc je pense que sur tous ces sujets, on a besoin de préserver un esprit de coopération avec les Britanniques. Voilà. Ce n'est pas facile, mais je pense que c'est conforme à l'intérêt général de nos pays. Voilà. Mais je conclus en disant il ne faut pas qu'on oublie les leçons du Brexit. Hein, parce que, encore une fois, et je ne dirais que cela du débat politique français, un événement improbable, comme l'élection de Mme Le Pen, peut se produire, comme le Brexit qui était improbable s'est produit. Voilà, merci de votre attention. Voilà. Exceptionnel, exceptionnel. Oui, ah. La négociation était exceptionnelle. Non, toi, vous. Voilà. Non, mais j'avais un souvenir ému de cette rencontre à la REF du MEDEF du mois d'août. Et je dois dire, à écouter une deuxième fois cette aventure qui s'est terminée, enfin qui s'est presque terminée, mais qui s'est terminée. C'est important, Franck, c'est de vérifier que je ne dis pas le contraire d'une fois à l'autre. Voilà. Et c'est passionnant. Et je vous invite tous tout à l'heure à aller voir notre ami Michel Barnier et à essayer de récupérer son ouvrage et à l'extrême vous le faire dédicacer. Donc on a terminé notre petite réunion. On va maintenant un peu se sustenter. On va poser quelques questions, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. C'est le moment ou jamais. François? Alors, moi j'en aurais une. On va trouver un micro. On l'avait mis là-haut. C'est la régie qui l'allume, ça y est, voilà. Moi, j'en ai une sur l'Écosse, pour avoir commencé à lire votre livre. L'Écosse qui avait voté à 62% pour le Remain, qui aujourd'hui s'apprête à faire un nouveau référendum sur son autonomie. Pour vous, est-ce qu'elle reste demain ou pas? Ou est-ce qu'elle rejoint de nouveau l'Union européenne? Oui. Ça, c'est une question très grave et qui me conduirait, si j'y répondais, à intervenir dans le débat britannique interne. Et je ne veux pas faire ça. Parce que je vous dis, toutes les campagnes que j'ai subies, comment j'ai résisté à ça, c'est en restant très calme. Je suis capable d'émotion, je suis capable de passion, mais sur le Brexit, j'ai toujours tenu une ligne, les faits, les chiffres, les bases légales, pour éviter de mettre la main ou le doigt dans une polémique dont je ne me serais pas sorti. Celle-ci est la plus grave, hein, comme la question de la réunification en Irlande. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Nous savons que le Brexit va avoir des conséquences systémiques. On ne les mesure pas toutes, mais je ne veux pas rentrer dans le débat. J'ai beaucoup travaillé avec la première ministre, on appelle First Minister, qui est une femme très forte et dynamique en Écosse. Je l'ai vue souvent, je n'ai jamais négocié avec elle. Je lui ai dit, on ne négocie pas ensemble, on se parle. Mais ça sera le destin ou le choix choisi par le choix des Britanniques. Hein. Je veux pas. Mais cette conséquence-là existe évidemment. Hein. Mais je veux pas intervenir publiquement là-dessus, personnellement. Ici. Attends, il va donner le micro. Alors, tant que j'ai le micro, moi je voulais avoir votre avis sur l'impact du départ d'Angela Merkel de l'Union européenne. Enfin, l'impact de son départ sur l'Union européenne. Alors, c'est une question un peu différente. Angela Merkel est une femme extrêmement forte. J'en parle dans le bouquin souvent parce qu'elle a beaucoup compté. Vous verrez dans le bouquin que pour ceux qui voudront bien le lire ou l'acheter,
que j'ai participé, c'était un grand privilège, mais j'ai participé à toutes les réunions des chefs d'État et de gouvernement pendant 4 ans. Sur le Brexit, il y avait un point Brexit à chacune des réunions et j'étais invité, le seul d'ailleurs, la seule personne extérieure au Conseil des chefs d'État à participer à ces conseils qui ont duré souvent plusieurs heures sur le Brexit. Et un jour, nous étions bloqués par un point concernant l'Irlande avec Mme May. Elle n'était pas là, Mme May, nous étions les 27 chefs d'État et moi. On était bloqués, on ne trouvait pas de solution. Mme Merkel m'a donné ce conseil que j'ai écrit dans le bouquin, qui est toujours utile à connaître pour nous aussi. Elle m'a dit, Michel, je suis scientifique, c'est une biologiste scientifique reconnue elle-même. Elle me dit, quand j'ai un problème comme scientifique, je prends 4 pas en arrière pour voir l'image globale, la global picture. Et souvent, je trouve une solution en prenant du recul. Bon, ça m'a beaucoup frappé, cette remarque. Madame Merkel est une femme exceptionnellement forte et précise. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques français, elle ne laisse pas les choses au hasard. Elle regarde les détails. Tout en travaillant mieux que nous ne savons le faire, c'est peu de le dire, plus collégialement et collectivement avec son pays. Peut-être que c'est un pays fédéral. Fédéralisme en Allemagne, ça veut dire le contraire de ce que nous croyons être le fédéralisme. Quand on dit fédéralisme en France, on pense centralisation. En Allemagne, c'est le contraire, c'est le pouvoir des régions. Mais quand elle gère la crise du Covid, Madame Merkel, elle ne fait pas des discours toute seule. Je ne cite personne. Elle réunit les Länder, elle réunit les bourgmestres et elle travaille collégialement avec eux. Elle règle mieux les problèmes ensemble. Donc c'est une femme qui va beaucoup manquer. Elle va être remplacée, je l'espère personnellement, par quelqu'un de sa famille politique que je connais bien, qui s'appelle Armin Laschet, qui est un Européen convaincu dans la lignée de sa lignée d'Helmut Kohl. Mais ayant dit cela, les Allemands, ils ont compris que ce qu'ils ne faisaient pas pour l'Allemagne, ce n'est pas les autres qui venaient de faire pour eux. Et nous, on a parfois le sentiment que les autres vont venir faire chez nous ce qu'on ne fait pas pour nous. Ce qui veut dire clairement que l'influence allemande, aujourd'hui, en Europe, dans le système européen, est prépondérante. Et qu'ils sont mieux organisés que nous, moins naïfs, plus méthodiques. Voilà. J'ai quelques idées assez précises sur la manière de reconstruire sur 10 ans une influence française qui est défaillante actuellement, quoi qu'on dise, dans le détail, au Parlement, au Conseil, à la Commission, dans les États membres. Il y a des choses à faire pour augmenter l'influence de notre pays, parce que c'est une clé. Bruxelles, ça ne fonctionne pas toujours. Il y a eu beaucoup d'erreurs, notamment des erreurs majeures de dérégulation vis-à-vis des Américains ou des Chinois, alors qu'eux ne faisaient pas la même chose. On a ouvert les portes. Il y a eu des excès de bureaucratie. Il y a eu des... Mais on peut dire tout ce qu'on veut de Bruxelles. Après, il y a 2 attitudes. Ou bien on dit on s'en va, comme les Britanniques, comme Mme Le Pen le pense toujours, ou bien on dit on reste, parce que c'est notre intérêt. Et je pense profondément que c'est notre intérêt dans le monde tel qu'il est. Si on reste, il faut être influent. Et l'influence française, elle ne se décrète pas, elle ne tombe pas du ciel. Il ne faut pas être arrogant, il faut être professionnel, il faut être à l'heure aux réunions, il faut écouter les autres, il faut partir à l'heure, à la fin, il faut aller les voir chez eux. Ça, c'est un travail qui demande un investissement, qui sûrement pas de la désinvolture, pas de posture, pas d'arrogance, c'est un travail méthodique. Et si on ne fait pas ce travail, on est plus faible que les Allemands, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. Je vous ai parlé franchement, mais c'est pas... Merci. Oui, M. Barnier, tout d'abord, on était quelques chefs d'entreprise à venir vous voir à Bruxelles il y a 1 an et demi, quoi. Effectivement, pour rebondir sur vos derniers propos, vous disiez qu'il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe à Bruxelles. Et nous, les chefs d'entreprise, c'est fondamental parce qu'on n'est pas assez représentés. On ne va pas avoir nos élus qui sont à Bruxelles et au niveau de nos business, quoi. C'est important de comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Sinon, ma question, c'était par rapport aux États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Angleterre, pour rompre son futur isolement ou potentiel, l'Angleterre ne pouvait pas devenir le 52e État des États-Unis d'Amérique? Oui, je ne reviens pas sur notre présence à Bruxelles, je vous dis ce que je pensais. Et c'est encore une fois une question qui n'est pas liée au pouvoir actuel, c'est une question beaucoup plus longue. Je dis l'influence à Bruxelles, par exemple, au Parlement européen, mesdames et messieurs. Le Parlement, il a à Bruxelles
dans le système européen un pouvoir que n'a pas le Parlement français vis-à-vis du gouvernement, il a le pouvoir de codécision. Il n'y a aucun texte européen, et Dieu sait si les textes vous concernent, qui n'est adopté au niveau européen sans un accord identique entre le Parlement et le Conseil. Ce qui veut que quand on a un rapporteur sur un texte important, lié aux entreprises, à l'environnement, à l'agriculture, ce rapporteur, il a le même pouvoir que le président du Conseil des ministres du sujet qu'il traite. Si ce rapporteur est allemand, ce n'est pas la même chose que s'il est français. Est-ce que je suis clair? Bon. Alors, j'en reviens. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont toujours une relation transatlantique. Et on a en tête des discours de premiers ministres comme Churchill qui évoquaient le grand large plutôt que l'Europe. Après, on est dans un monde très pragmatique. Le marché unique européen, c'est 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises dans le même écosystème. Le Royaume-Uni, c'est 60 millions. 450, 60. C'est ça que les Chinois regardent. C'est ça que l'Inde, ils ont été dans le Commonwealth. Mais quand on discute avec les Indiens, ils disent nous, on a intérêt à avoir un accès à 450 millions de consommateurs et pas 60. Enfin, c'est différent. Donc je ne pense pas qu'il y aura de cadeaux. Il y a une proximité idéologique, politique, transatlantique, très bien. La langue aussi. Pour autant, je pense que les Américains savent bien faire la différence. D'ailleurs, dans les entretiens que j'avais eus avec des ministres de M. Trump, que j'avais vus à Washington, il y a 2 ans et demi, ils ne comprenaient pas le Brexit, du point de vue de l'intérêt britannique. Ils ne comprenaient pas. Donc il n'y aura pas de cadeau, ni vis-à-vis des Britanniques, ni vis-à-vis de nous. M. Biden, ce n'est pas M. Trump, heureusement. On est très contents, on est soulagés. Il ne faut pas que ça se transforme en euphorie. Parce que M. Biden, ça sera toujours America First. Vous pouvez être sûr de ça. Même si, heureusement, on trouve des solutions pour le conflit Boeing-Airbus, tant mieux, pour limiter les taxes, éviter les taxes sur le vin, très bien. Mais il faut être vigilant. Donc je pense que les Britanniques ont fait une faute grave en choisissant d'être seuls. Et pour ne pas être seuls, ils sont obligés de passer des accords commerciaux, de remplacer les accords qu'ils avaient grâce à nous avec d'autres, pour avoir des accords, eux, avec d'autres. Les autres en question, États-Unis compris, ils regardent le poids. Et puis après, ils peuvent imposer au Royaume-Uni des choses que nous n'acceptons pas. On n'accepte pas des poulets chlorés américains. M. Trump, il a essayé pendant 4 ans de nous refiler des poulets chlorés dont on ne veut pas chez nous. On verra ce qui se passe au Royaume-Uni, mais il n'y aura pas de cadeau, je crois, même de la part des Américains. Oui, bonjour. Je voulais savoir si l'histoire n'était pas écrite d'avance à partir du moment où le Royaume-Uni n'était pas rentré dans l'euro. Je ne crois pas qu'elle ait été écrite d'avance, parce qu'ils ont un opting out. Ils avaient un opting out pour l'euro, considérant que c'était leur intérêt de garder leur monnaie. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, les Britanniques, c'est des choix liés à leurs intérêts. Donc il n'y a pas non plus de philanthropie. Ils considéraient que ce n'était pas leur intérêt d'être dans la zone euro pour être libre de dévaluer, de jouer avec la monnaie. Je ne crois franchement pas que c'était écrit d'avance. Je ne crois pas. D'ailleurs, ce sujet-là n'a pas été, puisqu'ils ne sont pas dans l'euro, ça n'a pas été un sujet de débat au Royaume-Uni. Ce qui était un sujet de débat, c'est de retrouver leur souveraineté, get back power. Ils voulaient retrouver la souveraineté sur leurs frontières, leur budget, leurs lois. Mais comme ils n'étaient pas dans l'euro, ça n'a pas été un sujet de débat dans la campagne du référendum. Et l'euro, il n'est pas non plus la monnaie de tous les pays européens aujourd'hui. Mais il peut le devenir, voilà, quand chacun jugera ce que c'est leur intérêt, et quand ils seront prêts aussi. Je voulais vous demander, vous qui avez eu l'occasion de... Où êtes-vous? Là, ici. Pardon. Vous qui avez eu l'occasion de fréquenter tous les chefs d'État de l'Union européenne pendant ces 4 années, est-ce que, du fait, et ça rejoint un peu la question de la personne précédemment, du fait de l'intérêt des États-Unis pour le Royaume-Uni aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Brexiteurs pourraient avoir une influence plus large en Europe et amener vers eux, vers la sortie de l'Union européenne, d'autres pays européens? Oui, je pense qu'il faut faire attention.
Même si cette négociation, parce qu'on l'a voulu transparente, a servi aussi de pédagogie, pour montrer que ce n'était pas simple, que quand on quittait l'Union, on peut la quitter, l'Union, c'est aussi la preuve, que ce n'est pas une prison. Hein. Quand on la quitte, on prend ses responsabilités, il y a des conséquences. Hein. On ne pourra pas juger les conséquences du Brexit, plus ou moins de croissance. Moi, je souhaite le meilleur pour le Royaume-Uni, hein. Je n'ai pas souhaité le malheur. Hein. On ne peut pas juger ça en 6 mois ou 1 an, il faut voir ça sur plusieurs années, hein. Notamment l'impact de toutes les barrières non tarifaires qui ont été créées par le Brexit. Mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense que ces réseaux sont toujours vivants, ou je sais qu'ils sont toujours vivants. Et donc je pense que même si Mme Le Pen ne parle plus du Brexit, dans la première page du bouquin, je cite Mme Le Pen, je fais attention à ce qu'elle dit, le sort du Brexit, le 24 juin, elle dit « Formidable décision, il faut faire la même chose, le Frexit, les Britanniques se sont libérés, ont su se libérer de la servitude, dit-elle, la servitude. » Mais on ne l'a plus entendu dire depuis 4 ans la même chose. Je ne sais d'ailleurs pas vraiment ce qu'elle pense, mais je pense qu'elle n'a pas changé de ligne, au fond d'elle-même, même si elle fait de l'habileté, de la tactique. En Italie, son counterpart, son homologue, son compagnon de route, M. Salvini, lui, il a fait mieux que ça. Il a décidé, pour des raisons tactiques, de soutenir le gouvernement de M. Draghi. Hein. Voilà. Mais je recommande d'être prudent et de vigilant, parce que je pense que ça peut toujours se produire. Ces gens veulent faire exploser le projet européen. Voilà. Pour différentes raisons liées à leurs intérêts, à leur nostalgie, et ils sont soutenus par des forces extérieures qui veulent aussi détruire l'Europe. Parce que l'Europe, c'est un groupe de pays à l'échelle d'un continent qui a une capacité de résistance et de se protéger. Si on perd cette capacité commune, nous sommes tous, mesdames et messieurs, je vous le dis comme je le prends profondément, nous sommes tous sous la menace d'être sous-traitants et sous influence de la Chine et des Américains définitivement. On ne reviendra jamais en arrière, hein, jamais. Moi, je ne suis pas engagé en politique pour que le pays soit sous influence britannique, chinoise ou américaine. Bonjour. Oui. Vous avez une expérience unique sur la collaboration entre l'Europe et les nations, et donc ce qu'on est capable de faire en termes de collaboration, de partenariat et de gestion. Je voulais savoir ce que ça vous inspirait sur la collaboration entre la nation et les régions, et notamment rebondir sur ce que vous disiez sur les régions à l'allemande par rapport aux régions à la française. Alors, on ne peut pas comparer parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'ils ont décentralisé des politiques complètes et je ne crois pas qu'on peut bâtir notre pays qui est assez centralisé sur ce modèle-là. Néanmoins, on a vu dans la crise du Covid, on aurait pu trouver des exemples avant, que les régions, les départements, les communes sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus capables de s'adapter, beaucoup plus rapides dans le contact direct qu'une gestion administrative et centralisée. Donc je pense que dans la ligne de mouvements précédents, il faut continuer ce travail de décentralisation, de simplification. Peut-être il y a des choses à adapter. Par exemple, est-ce qu'il faut garder le département sur le territoire des grandes agglomérations européennes? C'est une question qui se pose. Hein. Mais je pense qu'il faut continuer ce mouvement. Et en même temps, il faut que le pouvoir central, qui n'y est pas obligé, sache coopérer. Hein. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, et je le pense profondément, c'est que ce n'est pas bien que la gestion du pouvoir soit solitaire. Hein. On doit, dans ce monde d'aujourd'hui, et face aux défis qu'on a, travailler plus ensemble, comme l'a fait Mme Merkel. Hein. Donc, que l'exécutif sache faire confiance plutôt que d'imposer une ligne administrative qui a provoqué les retards, les déficits, les problèmes qu'on a eus dans la crise du Covid l'année dernière. Hein. Je pense ça. Donc ma réponse est oui, je pense que le progrès et l'expansion de notre pays partira d'en bas, ne tombera pas d'en haut, voilà. Partira des régions. Je suis sûr de ça. Une question ici. Est-ce que vous pensez que la France, qui est championne du monde de la désindustrialisation, peut réussir à se réindustrialiser dans les règles européennes actuelles, et si oui, comment? En quoi les règles européennes, comme vous dites, elles existent, nous ont-elles empêché
désindustrialiser, en quoi nous ont conduit à plus de désindustrialisation. Je disais tout à l'heure, l'Allemagne ne s'est pas désindustrialisée, l'Italie non plus. Nous avons choisi de laisser filer des pans entiers de notre industrie, faute d'investissement, faute de choix stratégiques, à cause de la multiplication des barrières, des règles, des procédures, de la bureaucratie. Hein. Ça, c'est un problème strict. Notre problème de compétitivité, franchement, il n'est pas lié à Bruxelles. Hein. Il est lié à nos propres 35 heures et un tas de lois, des surtranspositions de directives européennes, la complication administrative, les impôts de production. Tout ça, c'est pas Bruxelles. Donc je pense que si on retrouve dans ce pays une ambition industrielle, et il faut l'avoir absolument, à partir des territoires, des forces qui existent, et beaucoup d'entreprises que vous représentez sont à la base de cette capacité industrielle, moi je suis sûr qu'on peut reconstruire et relocaliser. Je suis sûr qu'on peut reconstruire notre ambition industrielle et relocaliser en s'appuyant sur vous. Hein. Mais ça veut dire, on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant, mais ça veut dire supprimer progressivement ce qui nous plombe en termes de compétitivité fiscale, c'est le poids des impôts de production. Ça veut dire libérer certaines contraintes, ça veut dire investir dans des secteurs stratégiques, sans doute coopérer avec d'autres pays sur certains sujets. Il y a des défis industriels qu'on ne va pas relever tout seul. Hein. J'ai visité vendredi dernier, le CEA et le cyclotron à Grenoble, qui travaillent sur les microprocesseurs, qui sont vraiment micros, hein, qui travaillent sur, enfin je n'ai pas tout compris d'ailleurs, dans l'examen du corps avec le cyclotron, des cellules, des applications très claires pour lutter contre des maladies comme le Covid. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul, nous Français. Hein. Comme Airbus ne se fait pas tout seul, nous Français, comme Ariane ne se fait pas tout seul, nous Français. Il faut faire avec les autres, mais en ayant notre propre capacité. Donc je pense qu'il faut une ambition industrielle appuyée sur les territoires. 2, il faut des choix stratégiques nationaux et européens. Et 3, il faut qu'on réduise les déficits ou les problèmes de compétitivité qui sont les nôtres, qui sont ceux que nous avons créés, nous, Français, pour la France. Ou je dirais contre la France, d'ailleurs. Je vous en prie. Une question là ? Allez. Oui. Vous avez incarné l'Europe dans cette négociation sur le Brexit, avec le résultat que l'on connaît, qui est un résultat remarquable. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que face à Erdogan, Poutine, même Biden, Xi, etc., est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'Europe manque d'une incarnation et qu'il faudrait faire évoluer les institutions pour pallier ce déficit d'incarnation qu'on peut pointer éventuellement? Alors, oui et non. Je pense qu'un jour, il faudra, je m'exprime à un titre personnel, un personnage qui sera le président de l'Union européenne, qui incarnera, qui cumulera, j'ai écrit ça dans un bouquin précédent, les fonctions de président du Conseil européen et de président de la Commission. Mais ce n'est pas mûr pour ça. Pourquoi ce n'est pas mûr? Parce que il faut accepter, mesdames et messieurs, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un État fédéral européen, et on ne veut pas. Nous ne sommes pas une nation européenne, il y a 27 nations. Il n'y a pas un peuple européen, il y a 27 peuples, il y a 27 États. Ça, c'est très important pour l'acceptabilité politique de ce qu'on fait ensemble. Si on fusionne tout, il y a un certain nombre de peuples qui ne suivront plus. Le général de Gaulle disait dans un discours, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. Donc il faut faire attention à ça. Donc toute incarnation qui exprimerait une sorte d'unification est dangereuse dans les circonstances actuelles. Parce que les peuples ont envie qu'on respecte leurs différences, leur identité, leur culture. Je dis souvent cet exemple, quand on est au Conseil des ministres à Bruxelles, au Parlement, on parle dans sa langue, parce que moi j'essaie de parler français le plus souvent possible. On a autour de nous des cabines vitrées comme celles qui sont au-dessus de votre tête. Et dans chacune des cabines, il y a 24 cabines. Dans chacune des cabines, il y a 2 interprètes qui parlent chacune une langue des 24 langues européennes et qui traduisent ce que je dis
ou ce que le ministre, le député dit dans 23 langues simultanément. Ça, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est très lourd, ça coûte cher. On pourrait faire beaucoup d'économies, beaucoup de simplifications. On supprime les cabines, les interprètes, et on parle tous une seule langue. L'anglais. Voilà. Ça, c'est mécanique. Donc, si on veut... C'est symbolique ce que je dis, mais ce n'est pas seulement symbolique, parce que vous savez, en Europe, les Lituaniens, ils parlent aux Estoniens en anglais. Hein. Les Tchèques parlent aux Polonais quand ils se parlent en anglais. Hein. Donc, mais si ce n'est pas ça qu'on veut, il faut accepter la complexité, ou une certaine complexité. Il faut accepter de respecter les identités nationales, est-ce qu'il les incarne, comme la langue. Donc c'est forcément compliqué. Maintenant, je pense que ceux qui dirigent l'Europe, dans des institutions différentes, devraient faire attention à parler d'une seule voix. On a vu ce qui s'est passé, c'est peut-être ça que vous aviez en tête avec M. Erdogan, les fameuses questions de chaises. Ça, c'est simple. Hein. Je trouve très bien que les deux présidents de l'Union européenne, la présidente de la Commission et le président du Conseil, se déplacent ensemble. C'est très important qu'ils aillent ensemble, qu'ils représentent deux choses différentes, mais au moins qu'ils préparent leur visite ensemble. Hein. C'est la leçon que je tire, je ne sais pas. Ça n'a pas été le cas dans ce cas précis. Voilà. Très bien. Écoutez, il y a une dernière question. Allez. Merci. Vous avez précisé que l'Europe n'était pas une prison et qu'on pouvait en sortir, mais est-il envisageable d'y revenir? À votre sens, est-ce que les Britanniques pourraient y revenir dans les prochaines années? La porte est ouverte. La porte est ouverte. Moins ils s'éloigneront du modèle réglementaire européen, du marché unique, moins ils seront tentés de faire du dumping contre nous, plus ça sera facile d'ailleurs ce jour-là. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas restés par exemple, dans notre union douanière, qui était clairement leur intérêt économique. Hein. Mais bon, la réponse est oui, ils peuvent revenir, mais ce n'est pas à moi de dire quand, il faudra du temps. Hein. Il faudra du temps. Dans le bouquin, je raconte, comme vous le savez, pour moi, le général de Gaulle a beaucoup compté, c'est-à-dire la raison de mon engagement politique. Et en 1967, le général de Gaulle fait une conférence de presse, comme il en faisait, ces grandes conférences qui étaient des grandes messes, avec 400 journalistes. Et il répond à une question qui n'était pas posée, mais qu'il avait préparée. Hein. Il faisait très souvent ça. Il préparait devant sa glace, on a su ça après, des longues réponses argumentées, formidables, et il les sortait comme ça, sans papier. Hein. Alors, pendant une demi-heure, il répond. Regardez ça sur YouTube, novembre 67, ce soir, si vous avez quelques instants à perdre, c'est formidable. Et pendant 30 minutes, il explique pourquoi il ne faut pas accepter le Royaume-Uni. Hein. Il ne faut pas accepter le Royaume-Uni. Et les Britanniques ont essayé plusieurs fois, hein, avant 67. En 1957, ils ont essayé d'empêcher le marché commun. Puis en 62-63, ils savent qu'on a fait le marché commun, ils veulent y rentrer, mais en ayant des intentions qui n'étaient pas forcément agréables ou amicales. Il y a même un négociateur à cette époque qui dit on va rentrer dans le marché commun, mais on va le dissoudre comme un sucre dans un verre d'eau. Alors en 1967, le général de Gaulle explique pourquoi il s'oppose à l'entrée des Anglais. Et il dit, vous comprenez, l'Angleterre voudrait rentrer dans le marché commun, mais à ses conditions. Il n'en est pas question. Alors le paradoxe, c'est que moi, 47 ans, enfin plus longtemps, 47 ans ou 50 ans après, j'ai eu à gérer la sortie. Et ils voulaient sortir à leurs conditions. Il n'en a pas été question. Je crois, Michel, qu'il y a une dernière question. En plus, ça, c'est d'un membre du bureau du MEDEF. Alors on ne peut pas... Même si le déjeuner va être froid... Alors, dernière question. Quelles sont vos ambitions politiques? Ah non, mais ça, c'est une... Là, j'ai un joker. Hein, non, je suis... Joker, c'était prévu. Non, je ne vais pas changer la nature de cette réunion, si vous voulez bien. C'est important. J'ai dit en revenant que j'allais prendre ma part dans le débat politique. Je la prendrai. Je serai au rendez-vous, mais pour tout vous dire, je devrais vérifier si je suis vraiment utile dans ma famille politique pour son unité, qui est fragile, et pour le pays. Donc, je n'ai pas encore la réponse à cette vérification.
Mais le jour où je l'aurai, je vous le dirai. Merci voilà, beaucoup. je crois qu'on peut à nouveau applaudir Michel Reste avec nous, du temps qu'il nous a consacré et de l'intérêt de ses propos. Alors pour la suite des opérations, on va se diriger vers là-bas. Alors je pense qu'on doit pouvoir sortir de la tribune par l'intérieur. Et il y a un restaurant qui s'appelle Les Planches, qui est un restaurant éphémère. Et c'est là où nous avons prévu un déjeuner. Voilà. Le temps de dédicace. Ah oui, Il y a une table de dédicace. prenez un micro. Micro ? Non, non, mais allez-y, dites-le. Juste Oui, je disais qu'il y a une table de dédicace qui est derrière. Michel Barnier va tarder un peu à se sustenter. Et ceux qui voudront récupérer son livre et qui le dédicace, il va s'installer derrière. Vous l'accompagnez Il vient d'abord faire les dédicaces, après il mange. Oui, mais vous en occupez. Voilà. Allez, on se retrouve par là-bas.